Bonjour tout le monde. Donc nous, on a la mission de vous présenter un des groupes de travaux de notre collectif, qui est un des groupes qui a été créé dans les premiers temps de ce collectif en 2021. Il est composé de Florent, de Sophie Bazin, de Annecy, non, je sais plus. C'est Nancy. ça? Nancy, pardon, Oui. merci. Marguerite Nicodème de l'Institut Curie, et puis moi-même du Centre François Baclès à Caen. Donc voilà, on a pour mission de représenter ce collectif-là. Donc les indicateurs d'activité clinique des IPA, le but était d'avoir des indicateurs communs au sein de tous les IPA des CLCC pour essayer de valoriser un peu notre activité clinique. Et donc on a un peu tâtonner au fur et à mesure des années pour trouver des indicateurs qui conviennent à tout le monde, qui représentent un peu l'hétérogénéité de nos activités. Je ne sais pas si tu voulais compléter. Non, c'est ça, Ouais. c'est toute la difficulté du groupe. C'est-à-dire qu'on est tous implantés sur des postes qui peuvent être assez différents, même si certains ont les mêmes activités. Et donc, faire émerger des indicateurs d'activité communs, euh, ça nécessitait un petit travail et qui, je pense, Exactement. arrive à terme. Là. Donc au niveau de l'historique et de l'évolution de ce groupe, donc je le disais, il a été créé en 2021. On a commencé avec 23 indicateurs, je vais vous les remontrer tout à l'heure, et on a au fur et à mesure d'enquêtes auxquelles vous avez tous participé, on a amélioré un peu nos indicateurs, et aujourd'hui nous en avons plus que 8. Donc voilà, les 23 indicateurs, c'était assez Fastidieux. difficile, fastidieux à récolter, à analyser. On avait envie voilà, de montrer tout ce qu'on faisait. Et puis finalement, à force de réflexion, on a réussi à alléger. Et donc, on est arrivé à 8 indicateurs qui montrent plutôt l'idée qu'on avait eue avec Madame Galvez, c'était de montrer un bilan d'activité au sein des IPA, des CLCC. C'est ça. Et donc, D'arriver au plus petit dénominateur commun et surtout voilà, de ne pas avoir l'usine à gaz effectivement qu'il y avait sur les 23 indicateurs et d'avoir des indicateurs qui puissent parler à tout le monde et qui soient facilement récoltables aussi. Parce que c'était un des problèmes d'aller trop dans le détail, c'est que certains indicateurs ne pouvaient pas être extraits directement des bases de données et devaient être suivis par des fichiers Excel, ce qui était ni fiable ni ergonomique. ouais, complètement. Ça aussi, c'était un de nos travaux, c'était essayer d'éviter tout ce temps passé sur les fichiers Excel. Voilà, on a tous commencé comme ça dans nos activités. Je pense qu'il y en a encore qui le font, mais c'est un temps qui, pour nous en tout cas, semblait pas efficient. Et bon, voilà, donc on avait envie de montrer l'activité, mais de façon la plus simple possible. Voilà, on voulait aussi, par le biais de cette intervention, vous montrer un peu ce que ça a pu donner au fur et à mesure des années. Donc là, on a fait un peu un croisement de l'ensemble des données de ces quatre dernières enquêtes, sur 4 ou 5 enquêtes qu'on a déjà menées depuis 2021. Donc à ce jour, il y a 68 IPA, 14 en formation sur nos derniers recensements. Et donc on voit par le biais de nos enquêtes qu'il y a vraiment voilà, l'hétérogénéité, elle est visible. Hein. Il y a les IPA travaillent à la fois en consultation, en hôpital de jour et un petit peu en hospitalisation comme vous à Marseille, mais voilà, ça reste plutôt minoritaire. Et en fait, on se rend compte que les IPA ne sont pas forcément focus sur une activité, mais qui peuvent avoir au sein de leur centre plusieurs activités. La grande majorité des IPA des CLCC travaillent sur des tumeurs solides, avec des patients ayant des tumeurs solides. Euh, Grande majorité aussi qui travaillent sur des parcours plutôt généralistes, au sens où voilà, il n'y a pas forcément d'identification d'organes pour 40%, et 25% sont plutôt sur des organes plutôt précis. Grande majorité aussi travaillent avec des patients en cours de traitement, chimio, immuno, thérapie ciblée, nettement moins sur la radiothérapie et puis la chirurgie.
Et donc voilà, on voulait montrer le bilan d'activité, enfin les résultats préliminaires de cette enquête 2023. Donc voilà, l'idée cette fois-ci, c'était donc sur les 8 indicateurs qu'on vous a présentés tout à l'heure, d'avoir un relevé annuel. Donc là, donc on a eu que 23 réponses pour le moment. On voulait aussi passer ce message aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Je vous ai mis le QR code à la fin pour pouvoir aller sur l'enquête. Donc là, ce jour, voilà, la file active, les IPA, donc les 22 qui ont répondu, ça représente 6400 patients suivis sur un an. Donc plutôt des consultations, beaucoup moins de consultations en distanciel finalement. On voulait essayer de montrer aussi cette activité-là. Elle n'est pas facile puisqu'on avait aussi un problème de dénomination sur cette activité. Consultation distancielle, elle parlait pas de la même manière à tout le monde, avec cette problématique de la vidéo consultation. Enfin, donc voilà, on a essayé justement de cette année de faire de définir un peu les termes. Et donc dans consultation en distanciel, nous avons pris en compte, c'est des consultations programmées avec un objectif défini à l'avance, pas le coup de fil qu'on peut passer pour donner une information imprévue à un patient. C'est vraiment une consultation en distance et qui prend en compte finalement l'appel téléphonique, ce qui n'est pas forcément le cas dans la réglementation officielle. Donc finalement, ça représente 45% des IPA qui ont ce genre d'activité. Ensuite, sur les hôpitaux de jour, on a voulu cette année dissocier les HDJ traitements avec une intervention qui ressemble plutôt à une consultation finalement, des HDJ complexes. Et donc, on a eu cette idée de les dissocier par le biais du forfait T2A. Voilà, le bilan complexe, c'est vraiment l'activité qu'on peut avoir, je pense aux évaluations cogériatriques, aux HDJ, Algo, nutrition. voilà, tout ce qui nécessite 3 intervenants. Enfin, je pense que c'est plus clair pour l'ensemble. Et les HDJ traitements qui, eux, sont vraiment dans l'intérêt de la validation des traitements dans des hôpitaux de jour. Et donc là aussi, on voit qu'il y a quand même des chiffres assez intéressants et beaucoup d'IPA finalement travaillent en hôpitaux de jour de traitement. Donc sur l'hospitalisation, on a essayé de dissocier aussi le fait d'avoir une intervention sur l'hospitalisation, c'est-à-dire de l'accueil du patient au suivi vraiment comme le profil de Marseille sur l'activité d'hématologie où il y a voilà, ils sont intégrés dans le service et ce qui est plutôt de l'ordre de l'avis d'hospitalisation. C'est-à-dire l'évaluation pour une plaie de cicatrisation, l'évaluation cogériatrique. On a aussi gardé dans les indicateurs les actes médicaux. On voulait un peu recenser quels IPA pouvaient avoir un impact sur, qui exerçait des actes médicaux tels que les ponctions pleurales, les ponctions d'acide. Donc là, pour le moment, on n'a aucun qui a répondu oui. Les années précédentes, il y en avait quelques-uns quand même. Et on voulait voir un peu aussi le cadre, dans quel cadre ça s'inscrivait. Est-ce que ça avait été intégré dans leur protocole d'organisation ou est-ce qu'un protocole de coopération avait été mis en place? On a aussi gardé le nombre d'événements indésirables associés aux soins impactant un IPA. Pour le moment, il n'y en a pas. Et sur les derniers relevés, je crois qu'on en avait eu un événement. C'est aussi intéressant de voir ce chiffre-là. Bon, ça, c'est une autre manière de voir les résultats préliminaires. On voit quand même que l'activité en hôpital de jour est quand même assez importante. Voilà, je pense qu'au niveau de nos indicateurs, on a essayé d'améliorer au fur et à mesure des années la participation des IPA. On essaye de valoriser cette nouvelle profession. On montre quand même cette hétérogénéité, j'avais du mal à dire, excusez-moi, Hétérogénéité. qui est présente mais voilà, on essaye d'être les plus larges possibles. On a toujours cette difficulté sur la difficulté à extraire les données. Voilà, nous, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il faut se rapprocher des DIM. Il y aurait peut-être un travail aussi à l'échelle d'Unicancer, d'uniformiser la manière d'extraire ces données et de pouvoir le faire de manière plus automatique et plus fiable. Justement, voilà, donc essayer d'éviter cet effet chronophage.
Et puis on a essayé de redéfinir cette année aussi les indicateurs pour être bien précis, pour que tout le monde comprenne la même chose. C'est vraiment ce qui a été relevé dans nos dernières enquêtes. Donc voilà, des indicateurs. Donc les propositions, c'est vraiment des indicateurs simplifiés, promouvoir l'extraction automatique, on l'a dit, s'appuyer sur les données de gestion, clarifier la compréhension, et puis voilà, essayer de standardiser les enquêtes. Et donc là, on est plutôt parti sur des enquêtes annuelles, je pense qu'on va continuer. Enfin, on en discutera, on verra en fonction des résultats de cette enquête-là, mais voilà, ça va être un peu moins peut-être chronophage que les années précédentes. Et donc, dans les axes de travail que nous avons conservés, donc c'est élaborer un questionnaire de satisfaction, parce qu'on avait aussi cette mission-là dans ce groupe, que nous avons un peu mis de côté, parce qu'on s'est vraiment concentré sur les indicateurs cliniques. Mais voilà, on voulait essayer de proposer un questionnaire de satisfaction patient et soignant, pour essayer de le mettre en place à l'échelle d'Unicancer. Je pense que ça va être dans nos travaux de 2024. L'outil commun aussi, on s'était l'idée de travailler avec Unicancer sur un recueil commun. Je sais pas, on n'a pas beaucoup avancé là-dessus. Et puis la réalisation d'une étude multicentrique, ça finalement c'est plutôt un groupe qui s'est construit à côté avec Arnaud, je sais pas s'il est là, sur cette activité-là, pour essayer de vraiment rentrer à l'intérieur des activités de chacun et montrer plutôt la partie qualitative, parce que finalement nous on est plutôt sur du quantitatif. Voilà, je pense que je te laisse. Oui, c'est ça. Donc, juste pour insister sur l'importance des indicateurs qui donnent justement une vision globale du poids des IPA au sein de l'ensemble des CLCC, voir qu'on prend notre place justement dans leurs activités. Ça valorise notre activité. D'un autre côté, ça donne aussi un poids lorsqu'Unicancer va discuter de la pratique avancée avec les autorités de tutelle. Alors, dire, voilà, ça représente tel volume d'activité et voilà, c'est important. Donc ça, c'est par rapport justement à notre étude qui est plutôt une vision macro de notre activité et qui va justement s'articuler avec le groupe de recherche. Ça fait une très bonne transition. Je pense que c'est l'étape d'après. Là, on voit qu'on a une activité. Maintenant, il faut voir les effets que ça a. C'est-à-dire, ça se fait beaucoup aux États-Unis, en termes cliniques, voilà. Le fait de rajouter un IPA, quel effet ça a sur le contrôle de la glycémie, sur l'hypertension artérielle. Et donc, il y a tout un tas d'indicateurs qui seraient peut-être aller chercher, suivant les activités de chacun, pour aller un petit peu plus loin que ces indicateurs un peu impersonnels. Et donc, voilà, ça fait de beaux projets de recherche aussi en perspective. Merci. N'hésitez pas à flasher ce QR code, c'est pour aller sur le questionnaire pour ceux qui n'ont pas encore rempli. On attend vos retours. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? On a le temps pour 2 ou 3 questions. Voilà, je vous remercie et je vous félicite vraiment pour d'avoir initié ce travail, parce qu'effectivement, la valorisation, c'est très important, notamment au niveau des tutelles, vous l'avez bien dit. Alors, j'aurais juste une petite suggestion à vous faire. C'est que dans les indicateurs, à mon avis, il y a les indicateurs d'activité que vous avez parfaitement listés et qui démontrent que vous travaillez, si tant est que des gens puissent se penser que ce n'est pas le cas. Mais je crois qu'un indicateur très important, il faudrait réfléchir là-dessus, c'est la présence d'une IPA ou d'un IPA dans un service. Comment se manifeste-t-elle en termes de nombre de patients suivis et recrutés et pris en charge? Autrement dit, par rapport à l'époque où il n'y avait pas d'IPA, maintenant il y a l'IPA, la file active des patients pris en charge, au regard de l'évolution naturelle connue, est-ce qu'elle est supérieure? Elle est certainement supérieure. Moi, je sais qu'à Marseille, dans certains services où je peux discuter avec les chefs de service, ils me disent effectivement, depuis qu'on a une IPA, on a augmenté le nombre de patients pris en charge. Et ça, je pense que vis-à-vis des tutelles, ça peut être un argument très important. Voilà, petite suggestion que je fais en termes d'indicateurs. Oui. Voilà. Dans ce que j'avais vu sur la littérature, c'était plus par activité, justement. Certains secteurs d'activité vont être plus sensibles, justement, à cette donnée-là que d'autres.
Donc en fait, pour aller plus dans le détail sur les recherches qu'on peut faire en termes qualitatifs, il y avait des études centrées sur les patients, donc tout ce qui était indicateurs cliniques, et des études aussi centrées sur l'activité. Donc au niveau du coût des soins, du nombre de patients, de la durée de séjour, il y a tout un tas de choses à décliner. Ce qui est difficile, parce qu'on s'était aussi posé la question je sais que dans les débuts, on s'était dit, mais est-ce que le fait qu'il y ait un IPA dans le parcours, il y a moins de toxicité? C'était des indicateurs qui nous intéressaient. Mais en fait, à chaque fois, pour réussir à les analyser, il nous faut l'antériorité. Et quand elle n'a pas été, recherchée avant, finalement, on ne l'a pas. Et donc, on pourrait très bien, comme là, finalement, on a la file active qu'un IPA est capable de prendre en charge. Mais du coup, on ne peut pas comparer avec l'ancien si ça n'a pas été fait avant notre arrivée sur ce parcours. Donc, ouais. C'est vrai que c'est des critères intéressants et à chaque fois on avait envie de les étoffer, mais c'est un peu forcé et contraint par la réalité et les difficultés d'analyse et de recueil de données. Bonjour et bravo pour votre travail dans la continuité de la proposition du professeur Berbis. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant aussi de regarder, par exemple, les délais d'accès au RCP, au traitement, parce que l'intervention d'un IPA dans le parcours peut probablement aider à du coup augmenter la file active et peut-être diminuer les délais de prise en charge, c'est la première chose. Et la deuxième chose, est-ce que vous avez regardé du coup combien vous rapportez à la structure, puisque quand même les questions d'ordre financier, et on en parlera un tout petit peu après, sont quand même au centre des débats, et notamment la direction de la sécurité sociale, par exemple, ou Bercy, pense que plus il y a de prescripteurs et plus il y a de dépenses pour l'État, mais peut-être qu'il serait intéressant de montrer aussi que les IPA, finalement, peut-être, hein, c'est compliqué les études médico-éco, mais en tout cas, ne coûtent peut-être pas si cher à la société. Oui, tout à fait, je pense que c'est très pertinent. Ça rejoint encore les activités, enfin les indicateurs, j'avais vu sur les durées de séjour et tout ça. Par contre, ça dépasse un petit peu le cadre de ce qu'on fait là sur justement d'avoir cette vision d'activité sur un e-cancer. Parce que justement, il y a une hétérogénéité d'activité et je ne sais pas si ce sera vraiment pertinent à l'échelle vraiment de tous les centres. Après, ce qu'on s'était dit un peu en améliorant, en restreignant ces indicateurs, l'idée là, c'était de se dire, finalement, au fur et à mesure des années, si on les maintient, par exemple sur la file active, on va être en capacité de dire que les IPA des CLCC sont en capacité de prendre en charge tant de patients par an, sont en capacité de faire tant de consultations. Effectivement, on les aura finalement, ces chiffres de forfaitaires, quoi. Et puis, on pourra les comparer d'une année à l'autre en gardant les mêmes indicateurs. Et une question pour... là, je sors de la clinique, puisque ça va sûrement être moins intéressant d'un point de vue financier, mais les IPA ont aussi un rôle plutôt transversal dans la recherche, l'amélioration des pratiques professionnelles, etc. Et je voulais savoir si votre collectif avait aussi l'ambition d'évaluer, d'élaborer des indicateurs, notamment par rapport à cette activité-là, qui est plutôt transversale et qui, à mon sens, est beaucoup plus compliquée justement à quantifier ou à qualifier, quoi. Là, vraiment, on est resté, nous, sur les indicateurs d'activité clinique et l'étude de Arnaud et son équipe, j'arrive pas à le voir, va, je crois, analyser cette partie-là, justement. D'ailleurs, l'enquête est elle aussi en ligne déjà et elle analyse justement cette donnée d'activité de chacun et je crois la proportion de recherche, je crois, Oui, c'est ça. Je l'ai rempli, mais très bien. Je me permets parce que je fais partie du groupe recherche justement, et donc c'est donc l'autre QR code auquel il faut répondre aussi, qui est là plutôt pour évaluer en fait, donc en partie un peu l'activité des IPA et aussi
justement prendre en compte toute cette partie de recherche, d'analyse de pratique, tout ce qui est mis qui est en plus de la clinique. Donc c'est pour avoir une vraie vision globale de l'activité de l'IPA avec une notion d'équivalent temps plein pour voir un peu en pourcentage d'activité ce qui est fait en termes de recherche. Donc il faut aussi répondre au QR code. Merci beaucoup Valentin et Florent. D'abord, je vous chers confrères, chers consoeurs, chère Catherine Evans, mesdames, messieurs. Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation à votre deuxième congrès des infirmiers et infirmières en pratique avancée, en oncologie et hémato, et vous prie de m'excuser pour mon absence physique. Je tenais néanmoins à m'adresser à vous en tant que votre spécialité illustre la profonde mutation que connaît notre profession au service du système de santé et surtout au service des patients. Mutation qui, je l'espère, n'en est qu'à ses prémices, et c'est tout le sens de la mobilisation de l'ordre et de ma mobilisation en qualité de président de l'ordre. Depuis la création des IPA en 2018, il y a seulement 4 ans, donc votre discipline s'est très rapidement structurée, et la preuve en est, vous êtes là en train d'organiser déjà votre deuxième congrès. Le nombre d'IPA évolue rapidement en France, puisque toute discipline confondue, toute mention, désormais environ 1800 sont inscrits au tableau de l'ordre, soit le double que l'année dernière où vous étiez à environ 800. L'autre preuve, c'est que le retour d'expérience que nous avons sur votre pratique. Il est reconnu que vous améliorez et sécurisez le parcours de soins des patients atteints de cancer et que vous contribuez à renforcer la pluridisciplinarité et la communication entre les différents professionnels de manière à éviter les hospitalisations et à libérer du temps médical. La prise en charge en ambulatoire est par exemple un réel progrès pour le patient. Et vous jouez un grand rôle dans l'évolution de toutes nos professions, dans le sens d'un élargissement des compétences et des responsabilités des infirmiers. Votre exercice de la profession est un gain de confiance, d'efficacité et de proximité dans le système de santé. Votre rapport à ce système de santé et au service des patients est dorénavant reconnu. Et ce n'est pas pour rien si l'accès direct aux IPA a été voté l'année dernière en mai et qui va bientôt être déployé. C'est bien parce que le rôle des IPA a été reconnu que notre profession a vu ses prérogatives revues avec les créations récentes du statut d'infirmier référent pour les patients en ALD. Statut pour lequel l'ordre se battait depuis plusieurs années et qui est maintenant devenu réalité il y a quelques jours. Toutefois, je sais que les difficultés qui sont les vôtres et ce vers quoi la profession doit rendre. Tout d'abord, il y a lieu de faire évoluer le décret IPA en oncologie, première mention d'IPA créée, mais dont l'étude d'impact prévue lors de sa mise en œuvre n'a toujours pas été publiée. Ces évolutions, voulues par l'ordre, portent notamment sur la reconnaissance des spécialités et de la pratique avancée, un objectif qui vise également l'amélioration des compétences en s'appuyant sur des référentiels de formation qui doivent être renouvelés. Mais au-delà d'une meilleure reconnaissance des spécialités, de la pratique avancée, c'est la reconnaissance et le rôle de notre profession dans son entier qui doit être repensé globalement. Je mets toute mon énergie ainsi que notre travail et notre rapport au système de santé soient mieux reconnus, mieux pris en compte et mieux valorisés. Adapter le métier socle d'infirmier qui date de 2004 s'impose comme une réalité, une nécessité absolue. Au travers de la révision du décret socle, l'ordre appuie les demandes de la profession en matière de reconnaissance, d'autonomie infirmière et d'adaptation surtout aux besoins de santé liés, par exemple, à la progression des maladies chroniques. Et donc, c'est le sens des travaux ouverts en 2023 qui se poursuivront toute l'année 2024 avec la définition des missions des infirmiers qui devront tendre vers des compétences accrues et vers davantage de partage de compétences avec les autres professionnels de santé. Nous en sommes convaincus, la montée en compétences des infirmiers est la clé de la réforme d'un système de santé qui permettrait enfin l'accès de l'ensemble de la population française à une offre de soins de proximité et de qualité. Présents sur tout le territoire, nous sommes les seuls acteurs de santé de proximité à continuer à pratiquer des visites au domicile des patients et à faire le lien entre la ville et l'hôpital pour assurer les soins quotidiens. Cette montée en compétences doit être la juste reconnaissance de notre mobilisation au quotidien. Dès lors, vous pourrez compter sur la totale mobilisation et détermination de l'ordre pour que la profession d'infirmier soit mieux reconnue au cœur du système de santé
et au service des patients. Je vous remercie sincèrement de cette invitation. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de très bons échanges tout au long de ce congrès et des travaux fructueux de façon à continuer à être dans cette lignée-là d'évolution de la profession, de partage d'expériences, tout ça au service du patient dans sa prise en charge au quotidien. Je vous souhaite un bon congrès. Bonjour à tous, bonjour mesdames. Pour continuer cette table ronde donc sur la vision des instances sur l'évolution du métier d'infirmier en pratique avancée, je vais donc animer cette table ronde et je vais commencer par laisser se présenter mesdames sur l'émission, se présenter personnellement et ainsi que les missions qu'elles ont au sein des instances donc de l'ANFIPA et du Conseil national professionnel des IPA. Bonjour à toutes et à tous, Cécile Migala, infirmière en pratique avancée en oncologie. Je viens de Saint-Étienne, je suis diplômée d'Aix-Marseille Université de 2019 et je suis référente nationale des IPA en onco-hémato au sein d'ANFIPA, l'Association nationale française des infirmiers en pratique avancée. Et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui et de retrouver l'IPC, de retrouver la faculté après ces 5 années. Donc, je voulais remercier aussi le comité d'organisation, le comité scientifique et l'IPC de nous recevoir aujourd'hui. Bonjour à tous, Stéphanie Malart, moi je suis PA en hématologie au Centre Léon Bérard de Lyon. Et pareil, une enfant de Marseille, diplômée de 2020, stagiaire à l'IPC également. Donc ravie de retrouver toutes ces équipes qui nous ont formés d'une façon pionnière et vraiment efficiente et sur lesquelles on a pu se calquer pour après exporter dans nos contrées les techniques d'enseignement qu'on a acquises ici. Et donc, je suis co-référente avec Cécile Migala du Collège Onco-Hémato de l'Association nationale des IPA. Bonjour, donc moi je suis Julie de Victor, merci beaucoup de m'avoir conviée à cette journée, c'est toujours un plaisir d'échanger avec les IPA. Je suis IPA en onco-hépato, bouchez-vous vos oreilles, à la PHP, à l'hôpital Beaujon. J'ai obtenu mon DE IPA à l'université Paris-Cité, encore Paris, mais on a tous quelque chose en nous de Marseillais, puisque j'ai quand même le master de sciences cliniques infirmières à Marseille, et je suis aussi docteur en santé publique et présidente, et c'est à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui, du Conseil national professionnel des IPA. Et donc, on discutera un petit peu de l'actualité des IPA de manière un peu générale, et puis avec quelques focus sur l'onco. Donc, pour continuer, du coup, à présenter un petit peu plus en détail l'émission au sein des instances. Donc, on va commencer par Stéphanie et Cécile qui vont nous présenter l'émission donc de l'ANFIPA et la structuration de cette association. Donc, pour nous, il nous paraissait important de replacer dans le contexte national les différentes instances qui pouvaient représenter la pratique avancée. Donc, vous avez l'Association nationale française des infirmiers en pratique avancée, dont Stéphanie va vous expliquer les rôles et les missions. Vous avez la SOFRIPA, la Société française de recherche des infirmiers en pratique avancée. Et vous avez l'UNIPA, l'Union nationale des infirmiers en pratique avancée, qui est le syndicat IPA. Donc, toutes ces instances sont représentées par les différentes associations, donc de l'ANFIPA, de la SOFRIPA et du NIPA, qui remontent auprès du CNP-IPA, dont Julie de Victor est la présidente et vous réexpliquera les missions. Mais il nous paraissait vraiment important de reprendre ces généralités, parce que parfois c'est vraiment flou, et ça permet de reprendre au niveau des instances nationales, au niveau de la DGOS et au niveau du ministère de la Santé, tout ce qui est loi et organisation. Ce travail est collectif, collaboratif, et c'est à nous de faire remonter ces besoins auprès du CNP-IPA. On a essayé de recenser quelques chiffres. C'est compliqué d'avoir des chiffres fiables sur la pratique avancée après 5 ans.
ce qui est un petit peu difficile à comprendre puisqu'on a quand même une structuration qui fait qu'on doit nous identifier et pour autant, on a des chiffres qui sont variables d'une instance à l'autre. Les chiffres de la DGOS, c'est 2409 IPA diplômés en 2023, pratiquement 700 étudiants IPA actuellement sur les bancs des facultés. Au niveau oncohématologie, a priori, nous sommes 237. Ce qui est surprenant, c'est qu'on est 123 inscrits à l'ordre en tant qu'IPA, avec probablement des problématiques de collecte de données et des chiffres qui sont probablement pas à jour. Mais en tout cas, sur la mention onco-hémato, nous ne sommes pas en majorité. Et ça, c'est des chiffres de 2022. À savoir qu'au niveau des CLCC, donc comme on disait tout à l'heure, on est 68. On est répartis sur 21 centres. Ça fait en moyenne 2 à 3 IPA par CLCC. Pour revenir donc sur l'instance que nous représentons avec Cécile, l'Association nationale des IPA, on a, on va dire, 3 missions principales. C'est de participer à l'implantation et faire un dynamisme d'échange entre les régions pour favoriser des implantations qui soient le plus efficientes possible en profitant des expériences des plus anciens. C'est aussi participer à l'enseignement et à la recherche. On participe à de multiples travaux avec le regroupement des facultés du diplôme IPA en France. Et on est un catalyseur pour les étudiants aussi qui viennent vers nous pour leurs projets de recherche, leurs projets de mémoire. Et on diffuse. Et ça, c'est vraiment une de nos missions auxquelles on tient. Et puis, on porte aussi l'intérêt de la profession parce que, donc comme le disait Cécile, nous participons aux discussions qui font évoluer les textes et le statut, les conditions d'exercice, la voix de l'Amphipa est entendue aussi grâce au CNP et pour remonter à la DGOS. Donc en fait, au niveau de l'Amphipa, on a à la fois des missions pour déployer la pratique avancée, mais aussi pour la faire évoluer. On est répartis en différents collèges par mention pour avoir aussi des sous-groupes qui nous permettent d'aller plus loin dans nos spécialités. Et du coup, je vais laisser Cécile présenter le collège onco-hémato et les quelques missions qu'on a eues sur les 2 dernières années notamment. Donc, au sein du collège OHO, donc, on est actuellement 92 IPA onco ou étudiants en pratique avancée. C'est un collège qui a mûri, qui a grandi depuis toutes ces années. On réalise environ 3 à 4 visios par an pour déjà se retrouver, s'échanger. C'est vraiment des temps d'échange de différents parcours. On réalise aussi des webinaires. Nous sommes en train de rédiger un livre blanc pour les IPA onco-hémato au niveau national. Donc l'objectif 2024, c'est vraiment d'éditer notre livre qui a été construit au sein d'Amphipa. L'année dernière, nous avons eu le plaisir d'intervenir à l'Institut Curie pour signer le partenariat Unicancer. Donc voilà, tout ce qui peut être réalisé au sein du collège. On a aussi un groupe WhatsApp qui permet un peu plus de réactivité. Parfois, malheureusement, certaines IPA sont isolées. Nous n'avons pas tous la chance de travailler en communauté IPA. Et du coup, ce groupe permet aussi une réactivité sur des questions pratico-pratiques du quotidien. Voilà. On va laisser la parole à Julie. Donc, Julie De Victor, présidente du CNP IPA, va nous parler des différents groupes de travail au sein du CNP. Elle nous fera un point sur l'actualité de la primo-prescription avec focalisé sur l'oncologie, parce que c'est le sujet aujourd'hui, et un point sur la loi RIST. Donc bonjour, rebonjour, pardon. D'abord un mot sur ce que c'est qu'un conseil national professionnel. Il faut savoir que toutes les professions de santé ont un conseil national professionnel et même à l'intérieur des professions de santé, alors soit spécialité pour les médecins par exemple, ou chaque diplôme, c'est le cas pour les infirmières, il y a 5 diplômes infirmiers, soins généraux, les spécialités et la pratique avancée. Donc
chaque diplôme de profession de santé a un conseil national professionnel qui est reconnu par arrêté, a des missions qui sont fixées par décret et bénéficie de financement public pour remplir un certain nombre de missions, parmi lesquelles il y a la définition des thématiques prioritaires de la formation continue avec le parcours de formation continue pour les professionnels, établir les référentiels pour la certification. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais on va tous devoir être certifiés tous les 6 ans, en tout cas tous les professionnels qui dépendent de professions avec des ordres. Donc on est 7 professions concernées. Et on a un rôle aussi alors de la mise en place d'un registre épidémiologique que nous n'avons pas encore mis en place. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le CNP est une association et que nous sommes tous bénévoles. Donc toutes ces activités que nous menons, évidemment, c'est en plus de notre travail d'IPA, d'implantation, de recherche, etc. Donc oui, tout ne se fait pas en un claquement de doigts et peut-être qu'il y a des missions qui sont priorisées par rapport à d'autres. Un mot sur le registre épidémiologique, parce que je vois beaucoup de fake news passer sur les réseaux sociaux et je vous invite d'ailleurs à être très vigilant aux informations qui circulent sur les WhatsApp. Un registre épidémiologique n'est pas la tenue d'un tableau professionnel. Le CNP, de toute façon, n'a absolument aucun moyen. Il n'y a pas d'inscription au CNP, donc on ne peut pas savoir combien il y a d'IPA diplômés par mention, etc. Vous avez bien compris que c'était le rôle de l'ordre infirmier qui, lui, vous devez tous être inscrits à l'ordre et lui a ces remontées d'informations-là et des moyens qui sont sans commune mesure avec les moyens financiers du CNP. Donc un registre épidémiologique, ça sert à, et d'ailleurs c'est alimenté par vous professionnels, ça sert à identifier d'éventuelles problématiques liées aux soins que vous allez apporter. Donc rien à voir avec un tableau de professionnels. Et puis 2 autres missions importantes, un rôle d'expert en termes sur l'exercice des IPA et sur la formation des IPA. Et donc ce rôle d'expert, il se met en place avec toutes les instances avec lesquelles, qui peuvent être décisionnaires dans le monde de la santé. Donc, bien sûr, le ministère de la Santé en premier lieu et la DGOS plus précisément la plupart du temps, mais ça peut être le ministère aussi de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, tous les ordres, l'AHAS, toutes les agences sanitaires sollicitent le CNP pour avoir des avis sur divers sujets. Et l'AHAS, par exemple, nous sollicite pour qu'on désigne des experts pour répondre à certaines problématiques très précises, cliniques, des fois tellement précises qu'on se demande même pourquoi on est sollicité, parce que ça peut parfois paraître assez éloigné de nos pratiques. Pour être désigné comme expert, il faut vous inscrire au CNP comme expert potentiel. Donc il y a des fiches qui circulent, mais le CNP aura bientôt un site internet qui permettra d'avoir accès aux communications plus facilement. Mais je vous invite vraiment tous à participer à tous ces travaux et à pouvoir être nommé en tant qu'expert. Alors, comment on rend nos expertises ? En organisant des groupes de travail. Pareil, il y a des appels à candidature pour des groupes de travail. Clairement, c'est chronophage. Donc, il faut avoir envie de s'investir en plus de son travail quotidien dans ces travaux. En ce moment, 2 groupes de travail sont en cours. Un sur la formation des IPA, parce que vous parliez tout à l'heure d'exercices hétérogènes des IPA au sein d'Unicancer. Mais il faut savoir, et M. Berbis a noté la grande qualité de la formation IPA à Marseille, sans dire que ce n'est pas de qualité ailleurs, c'est quand même très hétérogène, à la fois en termes de contenu, de temps d'enseignement et aussi d'investissement des IPA au sein de la formation. Il y a des universités dans lesquelles il n'y a que des médecins et des cadres de santé, par exemple, et donc parfois peut-être que les objectifs pédagogiques sont un tout petit peu à côté de ce qu'on pourrait attendre pour la formation IPA. Donc on travaille là-dessus, on travaille aussi sur les systèmes de validation du UE, puisque certaines universités ont tendance à valider les premières années complètes sans qu'on comprenne un peu comment c'est possible. Bref, donc on va faire des propositions extrêmement structurées au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a bien noté qu'il y avait quelques problématiques de formation et qui s'appuiera sur nos travaux pour prendre des décisions. C'est
ça a chaque fois été un petit peu compliqué ce travail sur la formation, parce que le ministère de la Santé dit c'est un diplôme universitaire, ça relève du MESRI, puis le MESRI dit oui mais c'est un diplôme d'état d'exercice, donc les deux ministères se renvoyaient un peu la balle, mais ça y est, on arrive maintenant à bien travailler avec les deux ministères de concert, et comme il y a la loi RIST et comme il y a l'introduction de la primo-prescription, de toute façon les référentiels de formation vont devoir évoluer. L'autre groupe de travail porte sur l'évolution des mentions, puisque vous avez peut-être entendu parler de plein de demandes de nouvelles mentions de pratiques avancées, que ça soit de la part des spécialités médicales qui ne sont pas vraiment incluses dans le dispositif actuel. Hein. Je pense par exemple aux hépato-gastro-entérologues, ça peut être les dermatos, les rhumatos, etc. Ou les infirmières elles-mêmes qui demandent une reconnaissance de leurs expertises par la création de mentions IPA type la mention greffe, voire la mention prélèvement d'organes, la mention douleur, la mention soins pâles, la mention plaie cicatrisation, bref, et je vous en passe. Donc demain, si on écoute tout le monde, on se retrouve avec 50 mentions IPA, sachant qu'aujourd'hui, la mention, on va dire, la plus spécifique est la mention néphro, et on a déjà des niches finalement en termes de formation, des niches d'étudiants avec certaines universités qui n'arrivent même plus du tout à recruter d'étudiants. Donc on pense de manière assez unanime, hein, que ce soit avec l'Amphipa ou l'Unipa notamment, qu'il faut plutôt viser des mentions élargies plutôt qu'une démultiplication des mentions, avec peut-être une approche plus généraliste, et puis finalement la possibilité de recentrer son expertise avec de la formation continue, avec du compagnonnage sur nos lieux d'exercice. Et puis vous le savez, la plupart d'entre nous, avant de nous former en tant qu'IPA, on est quand même déjà des infirmières un peu expérimentées, voire expertes. Donc finalement, cette expertise très ciblée, c'est pas ce que la formation IPA va vraiment nous apporter. Donc voilà les groupes de réflexion en cours pour l'instant, mais nous allons lancer des groupes de travail bientôt sur le parcours des PC et sur la certification, le référentiel de certification des professionnels. Pour l'instant, on a fait un référentiel commun à la profession infirmière, parce qu'il y a des blocs de compétences vraiment pour lesquels on peut partager des compétences communes, et on va se recentrer sur des compétences un peu plus spécifiques IPA. Alors, un groupe de travail encore un peu en cours, mais qui avait été constitué dès l'année dernière. Vous savez donc... Il faut que je recule encore ? Pardon, je vous casse les oreilles en fait depuis tout à l'heure, mais il ne faut pas hésiter à me le dire. Hein. C'est souvent qu'on me le dit d'ailleurs. Alors, un groupe de travail qui s'était constitué l'année dernière parce que la primo-prescription, donc introduite par la loi RIS dans le cadre de la loi générale, avait d'abord été introduite dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale en tant qu'expérimentation. Donc, on avait déjà lancé un groupe de travail en 2022, si je ne me perds pas dans les années, et on avait fait un certain nombre de propositions avec les CNP médicaux de primo-prescription, avec, dans l'optique de proposer des listes communes à toutes les mentions. Vraiment, en gros, le b.a.-ba de l'exercice IPA, et pour lequel je pense qu'on sera tous d'accord, on est assez gênés au quotidien de ne pas pouvoir introduire certaines prescriptions médicales. Je vous rappelle que ça ne concerne pas que des médicaments. Ça concerne par exemple les prescriptions de transport, ça concerne le paracétamol que nous ne pouvons pas primo-prescrire. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, parce qu'on peut primo-prescrire des médicaments qui ne sont pas à prescription médicale obligatoire, mais listés sur la liste ANSM. Le paracétamol ne fait pas partie de cette liste, vous ne pouvez pas l'introduire. Ça peut être les anesthésiens locaux, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous pouvez suturer, mais vous ne pouvez pas mettre d'EMLA, ce qui est quand même un tout petit peu gênant. Ça peut être tout un tas de choses comme ça. Ça peut être la primo-prescription de soins infirmiers, de soins de rééducation. Donc tout ça, c'est des propositions qu'on a fait dans le cadre d'une liste commune. Les CNO, les compléments nutritionnels oraux, nous, on est vraiment en première ligne en onco sur ce type de prescription. Donc ce qu'on explique régulièrement en fait au ministère, c'est qu'aller taper au bureau du cancérologue qui fait une annonce à une jeune femme d'un cancer de l'utérus pour lui dire « Est-ce que tu peux me faire une prescription de Fortimel ?» En fait, juste, ça n'a aucun sens en pratique. Pareil,
si on ne peut pas prescrire de transport, alors on considère que le médecin est le secrétaire de l'IPA, puisque un patient qui a besoin d'un transport pour aller voir le médecin, il a besoin du même transport pour aller voir l'IPA. Donc, et vraiment, je suis assez incisive dans mon propos parce que la chute n'est pas très jolie pour l'instant, mais on va continuer à se battre. Donc tout ça, c'était des choses qu'on avait proposées dans le cadre de l'expérimentation, et puis on avait fait des demandes plus spécifiques par mention. Et puis la loi Rist est arrivée et a introduit un autre concept très important qui est l'accès direct aux IPA. Parce que jusqu'à présent, vous ne pouviez prendre en charge que des patients confiés par un médecin avec lequel vous aviez signé un protocole d'organisation. Alors, première annonce aujourd'hui, le protocole d'organisation va disparaître. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que du coup, ça a un peu rabattu les cartes, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait pareil de primo-prescrire quand un médecin vous a confié un patient que quand le patient vient vous voir directement. Évidemment, ça crispe un tout petit peu plus. Donc, on a retravaillé les listes, on les a réargumentées, le document est complètement accessible sur demande. Tout le travail du CNP a été d'argumenter en termes d'intérêt pour le patient et tout est argumenté avec une argumentation scientifique, recommandation de bonne pratique en première ligne. Je vous explique, il nous avait été par exemple proposé dans le document de la DGOS de primo-prescrire l'aldol pour un état d'agitation. Le CNP a dit hors de question, un état d'agitation d'abord. Pourquoi la personne est agitée ? Je ne suis pas sûre que la personne âgée avec un fécalome qui est agité a besoin d'une piqûre d'aldol. Donc ça, c'est non. Introduction des benzodiazépines pour le trouble anxio-dépressif. Recommandation de bonne pratique en première ligne. Psychothérapie, TCC. Donc non, pas de benzo pour les IPA. Nous ne serons pas les mauvais prescripteurs de benzo de demain. Donc certains, et on a eu des pétitions, ne comprennent pas que le CNP ne demande pas ce type de prescription. Mais je suis désolée. Recommandation de bonne pratique, première ligne. Le CNP porte les recommandations de bonne pratique et rien d'autre. Donc, toute la liste a été argumentée en termes de besoins patients et de recommandations de bonne pratique en première ligne. Quelque chose a été introduit par rapport à l'expérimentation de 2022, c'est donc les prescriptions en accès direct et donc potentiellement auprès de patients qui n'ont pas encore eu de diagnostic médical posé. Et donc là, il a été proposé pour la mention PCS, et notamment pour les soins primaires, que les IPA-PCS puissent introduire les statines, des antihypertenseurs et des antidiabétiques oraux, à condition, sans que le diagnostic préalable soit posé par un médecin, à condition qu'il soit vu par le médecin dans le mois qui suit la prescription initiale de l'IPA. Voilà, pour la mention onco, bon, on est moins dans le cadre quand même de l'accès direct, en tout cas. Alors je sais que certains peut-être interviennent sur des parcours de prévention, de dépistage, mais ça on a déjà quand même beaucoup d'outils à notre disposition avec les examens complémentaires. Pour ce qui est du cadre plus général de l'intervention des IPA, on est plutôt sur des patients avec un diagnostic de cancer. Et donc, on a demandé en primo-prescription plutôt des soins de support. Comme je vous ai dit, CNO, les antalgiques, y compris les antalgiques de palier 3, des antiémétiques, des antidiarrhéiques, des choses comme ça. Enfin, ce que vous prescrivez au quotidien et aussi les d'autres types de prescriptions qu'on pourra tout à fait vous faire passer si besoin. Alors, rendez-vous des GOS lundi dernier. Et là, c'est la douche froide. C'est-à-dire qu'ils nous disent, alors, je vous le dis tout de suite, on travaille extrêmement bien avec la DGOS et les arbitrages, c'est pas eux qui les font. Eux, c'est le bras technique du ministère. Les arbitrages, c'est politique. Ça se situe pas au même niveau. Donc, n'en voulez pas à la DGOS, ne tapez pas dessus. Vraiment, ils sont très, très porteurs et un vrai soutien de la pratique avancée. Mais douche froide... la DGOS nous dit, nous, on va proposer la liste la plus large, c'est-à-dire que dès qu'un CNP, parce que les CNP médicaux ont été interrogés, dès qu'un CNP a dit oui à une primo-prescription, on fait remonter pour un arbitrage politique. Et on nous dit, pour l'instant, il y a eu un seul arbitrage, c'est non à la liste commune, alors que tout ce qu'on avait demandé dans la liste commune avait été au préalable accepté par l'ensemble des médecins, des décideurs politiques. Et on nous dit non aux prescriptions de transport, on nous dit non, on avait demandé des arrêts de travail de courte durée de moins de 3 jours qui avaient été acceptés. Le dernier arbitrage en date, c'est non. Tout ce qui relève des demandes communes, c'est non.
A priori, ça n'a pas été un arbitre, enfin, ça a dépassé le cadre de l'arbitrage du ministère de la Santé et ça se joue plutôt du côté du ministère des Finances. Vous savez qu'on a changé de ministre de la Santé, mais pas de ministre des Finances. Mais on va essayer de continuer d'argumenter l'intérêt et c'est là que j'ai rappelé quand même. Et pareil, ce qui nous a beaucoup heurté, c'est non à la primo-prescription des soins infirmiers, des soins de rééducation. Donc moi, je leur ai dit, écoutez, on va pouvoir communiquer sur le fait que vous actez aujourd'hui que les docteurs deviennent les secrétaires des IPA. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'ils ne vont pas être très contents de ça. Et la deuxième chose, on va acter que quand un IPA PCS suit un patient avec un AVC qui a des troubles de la déglutition, on lui dira, cher monsieur, étouffez-vous quand vous mangez votre repas plutôt que de consulter un orthophoniste à la demande de l'IPA. Enfin, il y a un moment où il faut quand même se rendre compte qu'en pratique, c'est pas possible. Donc la vraie vérité, c'est que bien sûr, on va faire ce qu'il faut, mais on va le faire dans un cadre d'exercice illégal. Et ça, ce n'est pas entendable. Nous, ce n'est pas très confortable que de pratiquer dans l'illégalité ou... En fait, le vrai problème quand vous prescrivez des transports, parce qu'on le sait tous, en vrai, c'est nous qui le faisons, c'est les secrétaires, enfin, je sais pas si c'est pareil à Unicancer, en tout cas à la PHP, je peux vous dire que c'est rarement le médecin qui remplit le bon de transport. Mais si vous le signez en votre nom, le patient n'est pas remboursé, c'est ça le vrai problème. Vous n'allez pas vous faire taper sur les doigts, c'est que le patient n'est pas remboursé. Donc il faut le signer au nom du docteur. Moi je trouve pas ça chouette de signer des ordonnances au nom du docteur, voilà. Donc, je vous encourage vivement à participer aux travaux, à argumenter avec nous l'intérêt quotidien d'avoir accès à ces prescriptions, encore une fois, qui ne concernent pas que les médicaments, loin de là. Un dernier mot pour vous dire qu'on travaille extrêmement bien avec nos collègues des CNP médicaux, en très bonne entente, et que bien sûr qu'il y a quelques réticences de la part de certains médecins, notamment libéraux en ville, pour que les EPA avancent. Mais ce n'est pas notre premier frein en réalité. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais la valorisation financière de l'activité des IPA, puisqu'il y a quand même ça au bout, en fait. Qu'est-ce qu'on coûte, qu'est-ce qu'on rapporte au-delà du système de santé sur le PIB français, en fait. Voilà, donc à votre disposition pour échanger, bien sûr. Et je voudrais juste, si les organisateurs me le permettent après, parce que j'ai aussi une casquette de chercheuse et je vais lancer un gros projet de recherche que je coordonne, qui bénéficie d'un financement PREPS et dont je voudrais vous parler en 3 minutes parce que vous êtes tous concernés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste évoquer et compléter le petit schéma du début pour dire aussi que les IPA s'organisent en région et qu'il y a de plus en plus d'assos régionales, de groupements régionaux, Occitanie, Bretagne, Pays Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté et sans doute j'en oublie, mais PACA, voilà. Oui, tout à fait. Désolée, il n'y a pas de souci. Ça fait écho et on travaille évidemment. Et on travaille en concert, partenariat, exactement. tout à fait. Les différentes associations régionales remontent au niveau d'Amphipa ou des autres entités et on travaille main dans la main, bien sûr. Oui, on a fait par exemple récemment un partenariat avec le CIPAC, qui est le collectif des IPA en cardiologie. L'idée étant de mutualiser, on travaille tous bénévolement le soir, le week-end, la nuit. Et donc, il faut mutualiser nos forces pour ne pas nous épuiser et donc mettre à disposition nos webinaires, nos plateformes, etc. Et donc, on est très ouvert à la notion de partenariat, en tout cas. Je rajouterais même qu'il y a des représentations locales aussi avec des collectifs. Par exemple, il y a la collégiale des IPA de la PHP, mais je sais qu'il y a ça dans d'autres. Enfin, clairement, à tout niveau, oui, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on discute, il faut qu'on fasse remonter les besoins, etc. Et les associations régionales, nous, des partenariats avec les ARS vraiment super, avec les universités aussi. Enfin, le travail qui est fait est vraiment énorme en région et de toute façon, pour qu'on avance, ça se joue bien évidemment à tous les étages. Oui, donc je vous le disais, je suis docteur en santé publique et j'ai obtenu un financement PREPS, donc c'est un projet de recherche qui porte sur l'évaluation PREPS, PSD, du système des... PREPS,
projet de recherche, évaluation des performances du système de santé. Pardon, je suis désolée. Donc c'est un très gros budget que le ministère nous a alloué, 700 000 €, et ça vise à évaluer l'implantation de la pratique avancée en France, donc avec divers indicateurs. C'est une étude qui sera mixte, quanti-quali, et l'étude quantitative va être lancée là le mois prochain, d'abord auprès des étudiants IPA de 2e année, donc Monsieur Berbis et tous les responsables universitaires, j'espère que vous relayerez cette étude, et elle vise à évaluer, déjà faire un point démographique sur l'implantation des IPA sur le territoire, mais il y aura une analyse en termes de géographie de la santé par rapport aux besoins de santé, à l'offre de santé, d'économie de la santé aussi. Et puis, il y aura des analyses aussi en termes d'activités menées par les IPA, et on s'appuiera pour ça sur un questionnaire validé au niveau international, un questionnaire québécois qu'on a adapté en français, et qui permettra d'évaluer l'étendue de pratique des IPA dans chacun des domaines, cliniques, recherche, etc. Et qu'on pourra comparer aussi avec les activités internationales des IPA, puisque c'est un questionnaire international adapté en France. Et il y aura des observations, des entretiens menés auprès d'IPA de toutes les mentions dans divers secteurs d'activité. L'étude va durer 4 ans, et en fait, on va vous interroger de manière itérative chaque année sur tout un tas d'indicateurs, que ce soit en termes de fil actif de patients suivis, en termes même de niveau de rémunération, en termes de satisfaction de votre formation, d'obtention de diplôme. Avant que vous arriviez à la formation, quel diplôme vous aviez, au-delà de votre diplôme d'infirmier bien sûr, et puis après, une fois que vous êtes devenu IPA, quelques diplômes éventuellement vous avez obtenus, etc. Enfin, vous allez voir, c'est assez large. Il faut prévoir un petit peu de temps parce que le questionnaire est un peu long. On a essayé de le rendre le plus sympa possible, mais clairement, il faut avoir quand même envie de prendre un petit peu de temps pour répondre à cette étude. Bien évidemment, plus on sera nombreux, enfin, moi, je ne vais pas répondre, mais plus vous serez nombreux à répondre à cette étude, et plus les données seront probantes. L'idée est d'alimenter les politiques de santé chaque année, donc on fera remonter au ministère chaque année les analyses préliminaires de vos résultats. L'idée, c'est bien sûr d'identifier d'éventuels freins, parce que probablement qu'il y en a, d'éventuels leviers, et que ça fasse bouger les décisions de santé. Donc voilà, on commence par les étudiants, parce que le questionnaire est finalisé, mais vous allez bientôt être sollicité IPA diplômé, et vraiment, je vous remercierai de diffuser cette étude et d'y participer le plus possible. Merci beaucoup pour ces 3 minutes. C'est d'accord, Julie. Message entendu, je pense, par tout le monde. Merci. Bonjour à tous. Donc, nous avons vu avec les interventions précédentes que le métier d'IPA s'installe progressivement en France et permet notamment de favoriser la problématique de dénouer la problématique du lien ville-hôpital. L'exercice IPA en libéral permet d'aider justement à favoriser le lien ville-hôpital. C'est ce que nous allons voir avec l'intervention du docteur Crétel, qui est médecin référent à l'ARS PACA sur la thématique du cancer, et avec nos IPA qui se présenteront à tour de rôle, Jacob, Margot et Clara, qui sera donc en visioconférence avec nous. Bonjour à tous. Alors du coup, je remercie les organisateurs. Merci à Madame Villa de m'avoir invitée. Donc je fais l'intro, je suis ravie de la faire. Comme ça, après, je vous laisse parler entre spécialistes. Du coup, je vais vous donner quelques éléments de contexte que vous connaissez bien. On a de plus en plus de patients qui sont sous chimiothérapie ou immunothérapie orale. À titre d'exemple, en 2021, en région PACA, on a eu plus de 19 000 patients qui ont reçu une chimiothérapie orale sur cette année-là. Cette augmentation, elle est liée à une dynamique de recherche sur ces thérapies. C'est une évolution d'ailleurs qui a permis de révolutionner le pronostic de certaines pathologies. Je pense à la leucémie myéloïde chronique. Et le contexte, c'est également, vous le savez, le vieillissement de la population, avec des seniors fragiles qui vont parfois avoir des effets indésirables non négligeables de ces traitements, et s'ils ne sont pas suffisamment prévenus à temps, vont les conduire à l'hôpital, souvent, et souvent par les urgences. Donc, du coup, une proportion de ces hospitalisations pourrait être évitée. Alors, il y a certaines situations qui sont plus à risque, de potentielles ruptures de ces parcours. C'est au moment de la sortie de l'hôpital, au retour à domicile, lorsqu'il y a un nouveau traitement
qui est introduit. Et lorsqu'il y a des effets indésirables qui arrivent avec ce traitement, arriver à les repérer suffisamment tôt pour éviter qu'ils ne deviennent trop graves ou qu'ils aient trop de conséquences sur des patients souvent fragiles. Et puis, il y a aussi le moment où le patient va parfois s'aggraver et nécessiter la mise en place de soins d'accompagnement, voire de soins palliatifs et de gestion de fin de vie. Mais on le sait, la complexité de ces situations et la diversité de ces thérapies orales vont rendre le suivi de ce patient par le médecin traitant souvent complexe, parfois aggravé par des défauts de communication avec le service qui s'occupe du patient. Et donc, on est dans un contexte, pour le résumer, avec de plus en plus de patients qui sont pris en charge hors les murs, qui vieillissent. On est dans une période de tension médicale, vous le savez aussi, et avec des patients qui ont quand même besoin d'un suivi expert spécialisé. Et du coup, l'intervention des infirmières et infirmiers de pratique avancée pourrait être vraiment une réelle opportunité pour répondre à ces situations, à la fois du fait de leur expertise et de la possibilité de renouveler les traitements. Alors, primo-prescription, peut-être que je connais pas bien, désolée. En tout cas, de notre point de vue ARS, vous auriez un rôle majeur à jouer dans ce nouveau paradigme avec des patients aux pathologies souvent complexes et en particulier dans la prévention des complications d'une hospitalisation et d'une hospitalisation évitable, dans le suivi, l'expertise concernant ces patients, le repérage de leur fragilité, mais également dans l'accès à l'organisation, que ce soit l'accès à l'organisation d'une expertise en lien avec éventuellement un spécialiste, que ce soit urgent ou pas, et dans le transfert et le partage des données et la montée en compétence des acteurs. Alors pour cela, à mon avis, il faut répondre à plusieurs conditions. Il faut instaurer une collaboration étroite avec les équipes hospitalières qui, j'insiste, ont tout à gagner à travailler avec des IPA qui seraient à la fois en ville et à l'hôpital, qui auraient un lien ville-hôpital. Il faut que ces IPA puissent se rapprocher des structures d'exercice coordonnés, que sont les maisons de santé pluridisciplinaires, les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé, qui, vous le savez, montent en charge dans nos différentes régions. D'ailleurs, de plus en plus de ces structures ont des projets de cancérologie. Vous savez qu'elles ont un accord cadre interne avec l'assurance maladie et dans cette ACI, elles s'orientent de plus en plus vers la cancérologie. Autre point important pour ces IPA, c'est d'avoir une photographie de la filière et de l'offre de soins en cancérologie de leur territoire, aussi bien dans la prise en charge spécifique, mais également dans les soins oncologiques de support et l'après-cancer. Vous savez que ça se développe de plus en plus, l'après-cancer, et puis l'offre en soins palliatifs également. Et donc, dans ce cas-là, je pense qu'avec toutes ces conditions, il pourrait y avoir une réelle les IPA auraient une réelle plus-value dans ce lien ville-hôpital et dans la sécurisation des parcours des patients, d'autant que souvent, elles ont une vue globale du patient dans son environnement quand elles le prennent en charge à domicile. Alors, en région PACA, une des orientations importantes de notre feuille de route, on sait que toutes les régions ont une feuille de route cancer qui va de 2022 à 2025 et la moitié de la stratégie. Ensuite, on va avoir une nouvelle feuille de route en 2025. Et une de nos orientations, c'est vraiment la sécurisation des parcours hors les murs. Et dans cette feuille de route, nous avons inscrit le développement de l'exercice mixte ville-hôpital des IPA. Mais pour l'instant, c'est inscrit, je vais être honnête, on est un peu au balbutiement de cette action. Et d'une manière générale, on essaye de travailler sur la culture de coopération des acteurs en cancéro, avec l'appui du dispositif spécifique régional en cancéro, qui nous aide à développer des liens étroits entre les services d'oncologie, les centres de coordination, et les DAC et les CPTS de la région. Et donc pour moi, cette table ronde, c'est vraiment une belle opportunité de partager des expériences d'IPA en cancéro qui exercent soit en ville et à l'hôpital. Et du coup, la question que je pose est la suivante. L'exercice mixte ville-hôpital ne pourrait-il pas être un nouveau métier à inventer et peut-être une combinaison idéale pour rapprocher la ville et l'hôpital. Et donc maintenant, je laisse la place à nos collègues qui vont vous relater leurs expériences de terrain et de la vraie vie. Merci de votre attention. Bonjour à tous, moi je suis du coup Alves Jacob, je suis IPA en hémato dans l'Aube, à Troyes pour ceux qui connaissent la région Champagne-Ardenne.
J'ai voulu, moi, du coup, partir sur une petite étude qui a été faite au début de mon activité, en reprenant, bien sûr, les besoins des patients, mais aussi des professionnels de la ville. Moi, j'étais infirmier libéral, du coup, à Paris, puis dans l'Aube. Et c'est de là qu'est né mon projet de devenir infirmier de pratique avancée pour faire ce lien ville-hôpital et aider aussi les professionnels qui sont en extérieur sur les différentes problématiques qu'ils retrouvent avec leurs patients à domicile. Donc on avait tout est parti justement sur ce contexte-là, moi en tant qu'infirmier libéral qui peut se retrouver avec des patients sous des thérapies assez compliquées, des parcours compliqués en oncologie ou en hématologie, et pour lequel on se retrouvait sans réponse et sans référent également pour prendre en charge au mieux nos patients qui étaient à domicile. Donc l'objectif principal, c'était bien sûr d'adapter l'offre de soins en fonction du besoin du patient, et tout partait que ce soit de l'ERCP, mais aussi de la sortie d'hospitalisation du patient, avec des objectifs, c'était d'optimiser l'orientation et la coordination des professionnels de ressources, les soins de support, mais aussi les patients qui sont, les réseaux, mais aussi les professionnels qui entourent le patient, les infirmiers principalement, en premier lieu, mais également du coup les médecins traitants, mais aussi les paramédicaux qui entourent le patient. Donc on a des parties sur l'objectif aussi, et c'est les critères qu'on avait suivis, c'était comme l'exprimait tout à l'heure, c'était par rapport à l'optimisation du parcours des soins, avec les alertes ciblées vers les médecins référents, mais aussi vers les médecins traitants, mais surtout éviter le passage des patients aux urgences par manque de prise en charge ou de recours, de gérer rapidement les toxicités et les complications qui arrivent avec certaines chimiothérapies ou les thérapies ciblées également qui sont en place actuellement. Donc l'émission l'émission principale, c'est la coordination effectuée lors de la sortie d'hospitalisation que j'effectue pour fluidifier l'articulation entre la ville et l'hôpital, les réponses aussi aux patients et aux professionnels, anticiper également les certaines sorties d'hospitalisation pour diminuer le temps d'hospitalisation également, mais aussi éviter certaines hospitalisations inutiles, certaines hospitalisations qui étaient liées par exemple que ce soit une biologie perturbée ou des effets secondaires pour lesquels le patient ne peut pas avoir son traitement ou une chimiothérapie longue, mais également aussi participer, si besoin, à la réhospitalisation en fonction d'effets secondaires qui sont non maîtrisables à domicile ou qui nécessitent des traitements en fait totalement hospitaliers. La seconde mission aussi qui est principale également, c'était pour aider aussi à informer principalement par rapport au parcours de soins du patient. Pour ça aussi, j'ai l'aide d'une infirmière de coordination de parcours qui permet également en fait d'apporter un soutien, mais surtout beaucoup de réponses à des questions que les patients se posent et pour lesquels, au fait, les infirmiers ou bien à domicile, les paramédicaux à domicile ont du mal à répondre par rapport à la spécificité de la prise en charge. Donc j'ai essayé de faire un petit de mon activité actuellement. Le lien principal se fait bien sûr avec l'hématologue du service, les différents hématologues du service pour les programmations de la prise en charge à domicile, le suivi également, mais également aussi de mettre en charge, adapter la prise en charge rapidement à domicile du patient directement. En gros, on essaie de reprendre l'organisation de la ville, comment fonctionnait la ville et également du coup comment fonctionnait le service lors de certaines pratiques, lors des effets secondaires. Qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital et qu'est-ce qu'on peut appliquer en ville et dans lesquels délais on peut les appliquer également. Donc on a mis en place au début certains protocoles qui étaient faits principalement au départ avec les HAD, puis d'autres protocoles pour lesquels le patient est amené aux urgences par manque de réponse en ville ou par manque de thérapie adaptée en ville. On a du coup, après tout le reste, c'est par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure, le support au niveau des patients, mais aussi des familles des patients qui sont très demandeurs au niveau du questionnement, du suivi, de l'altération de l'état général aussi de leurs familiers. Mais également, du coup, mis en place de certaines formations et de support au niveau des infirmiers pour qu'on puisse avoir des acteurs qui soient aussi plus vigilants et pour aussi nous aider sur la prise en charge du patient, mais aussi les critères d'objectivité sur les effets secondaires qui apparaissent. Et également, du coup, on a depuis peu commencé à programmer des coordinations d'HDJ non programmées. C'est des patients justement au domicile on a des difficultés pour avoir rapidement que ce soit des traitements, mais également qu'on peut avoir uniquement à l'hôpital, mais également des examens complémentaires. Et d'utiliser le circuit d'HDJ, ce qu'on a défini comme le circuit court, pour permettre aux patients d'être vus par le médecin quand nous on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe également, mais aussi d'avoir rapidement des scanners ou des examens un peu plus complexes et rapides, surtout pour répondre aussi à la problématique du patient. Dans certains cas, la connaissance d'HDJ non programmée amène à l'hospitalisation du patient, ou dans d'autres cas, une adaptation de traitement qui peut être, et pour lequel on continue le suivi en ville également. D'autre part aussi, on a
On a une autre partie, c'est le passage directement en hôpital de jour, directement à domicile avec des thérapies ciblées, alors que des patients avant devaient être hospitalisés où on avait des difficultés à trouver des places dans des services également. Alors au début, c'est posé la question pourquoi un IPA, forcément, c'était par rapport à toutes les compétences et l'examen clinique qu'on peut développer, mais également aussi avec le droit de certaines prescriptions de traitement de support, mais également aussi du coup la connaissance du parcours en hématologie assez complexe qu'il peut avoir, et la connaissance également de l'organisation hospitalière, comme l'organisation de ville, et c'est là où répond en fait la partie du libéral, c'est la connaissance de ville finalement des acteurs de ville, mais également aussi l'organisation qui se passe en ville, qui est parfois méconnue de la partie hospitalière, comme la partie de ville qui connaît très mal finalement l'organisation de l'hôpital également. Donc on avait fait une petite étude interne initialement au tout début au fait de mon activité. On a essayé de la continuer, mais c'est assez compliqué parce qu'après le nombre de patients il évolue énormément et on n'avait pas forcément, je pense aussi d'aide aussi pour les appliquer. Donc on a inclus les premiers patients en fait pour lesquels on a des résultats assez probants, bon plein de billets certes, mais sur lesquels en fait on a défini en fonction de comment fonctionnait l'organisation hospitalière, c'est-à-dire qu'on prenait certains patients en fait qui lors de certains effets secondaires, on savait que la réponse était soit la possibilité de le prendre dans le service, mais comme il n'y a jamais de place, c'était le passage aux urgences, l'adaptation du passage aux urgences, et après dans d'autres services qui circulaient le patient, et après arriver en hématologie pour mettre en place les thérapies nécessaires ou les plus adaptées, du moins suivant les situations, et pour lequel on a du coup aussi repris certaines données. C'est grâce au DIM, c'était la DMS que tout le monde connaît, la durée moyenne de séjour, qui permet également aujourd'hui de prendre aussi finalement plus de patients en charge dans le service, et sur lequel aujourd'hui on est en train de relever également les données pour pouvoir justement savoir si en 2020 on avait plus de 150 patients qui étaient pris dans l'aube, est-ce qu'aujourd'hui par exemple on en a 200 ou plus, par rapport au fait qu'on a pu réduire les temps d'hospitalisation, réduire aussi le passage d'urgence et du coup des hospitalisations qui sont compliquées, qui sont longues du coup, et c'est des nouvelles je pense données qu'on va devoir exploiter plus tard aussi pour un peu apporter des données sur la coordination ville-hôpital qui est nécessaire, qu'on parlait tout à l'heure de l'exercice mixte. Mais finalement, en fait, l'exercice mixte, c'est plutôt un exercice complet en fait, qu'on essaie d'avoir entre la ville et l'hôpital, et pour lequel on a besoin beaucoup, je pense, de formation également. Et le fait d'être la possibilité, pour un infirmier libéral, je pense, c'est d'avoir la possibilité d'être mixte, justement, ça va être une partie à l'hôpital et à l'extérieur, c'est aussi de permettre également la formation continue. On permet que le médecin, en fait, de savoir dans quelle catégorie également d'effets secondaires, ce qu'on peut apporter aux patients, et rapidement avoir une réponse et des propositions directes par rapport à ce qu'on observe également. Donc en conclusion, je voudrais parler que le projet, finalement, on parle du développement depuis 2019, mais ça a été écrit en fin 2017. Alors on le sait, pour les IPA, ça a été toujours compliqué au fait à mettre en place, et aussi les financements qui étaient compliqués. Je remercie aussi l'ARS finalement du Grand Est et de l'Aube qui a été acteur et qui m'a apporté pas seulement un financement mais aussi un soutien, que ce soit sur ma formation, mais également aujourd'hui sur la coordination ville-hôpital, parce qu'on le sait aujourd'hui, il y a des forfaits avec les PAI, et quand on a un patient qu'on suit avec une biologie 3 fois par semaine ou avec des complications qui arrivent assez souvent, le PAI, même si c'est un forfait sur 3 mois, et qui ne peut pas compléter au fait de l'activité ville-hôpital. Donc on a un financement aussi ARS pour pouvoir adapter cette prise en charge qui est complexe finalement dans la coordination ville-hôpital. Et pour finir, je parle aussi de l'adhésion médicale forte, parce que finalement en fait l'aide aujourd'hui, si ce projet il existe également, c'est grâce au docteur Sant'Agostino, le chef de service et le chef de pôle de l'onco-hématologie à A3, qui a permis aujourd'hui que ça se fasse aussi avec une confiance mutuelle sur la prise en charge des patients. Et qui permet que ce projet finalement réussisse et qu'on puisse avoir également des chiffres qui s'en suivent grâce à la réponse médicale avec un simple appel, mais également grâce à l'inverse, du coup une réponse pour la prise en charge du patient à domicile, avec la confiance du suivi qu'il nous donne pour que le patient il puisse bien être pris en charge à domicile comme à l'hôpital. Merci beaucoup Jacob pour ton intervention qui illustre donc bien les propos d'introduction du docteur Crétel. Nous allons maintenant écouter Margot. Donc bonjour à tous, Margot André, donc je suis infirmière en pratique avancée libérale depuis juillet 2023, je suis diplômée de la fac de Aix-Marseille.
Pour la brève présentation, donc j'étais infirmière en oncologie médicale dans un centre privé de Marseille depuis 2017. J'ai commencé le master en 2021, donc diplômée juillet 2023. Je suis conventionnée auprès de la Sécurité sociale depuis octobre 2023 et actuellement je suis implantée dans 2 établissements, donc au niveau des consultations, notamment des suivis des thérapies orales en tumeurs solides et en HDJ également tumeurs solides. Donc je travaille en collaboration avec 11 oncologues médicaux et radiothérapeutes qui sont eux regroupés en CELARL et qui interviennent dans des établissements privés de Marseille et des environs, donc dans la région du 13. Donc le projet IPA, comment on l'a construit? D'abord porté par l'équipe médicale qui était très demandeur de retrouver une IPA dans leurs collaborateurs. On l'a co-construit ensemble et réfléchi en partant des besoins du terrain évidemment, donc les besoins du patient et aussi du terrain démographique, puisque sur la région 13, il y a des établissements donc, sur Marseille, mais également dans les hôpitaux périphériques, donc il fallait en tenir compte. Le but étant d'augmenter la sécurité du parcours de soins qui était décidé en RCP, et notamment en ville par rapport aux thérapies orales, qui sont, on l'a dit plein de fois, mais en pleine expansion. Libérer du temps médical et aussi développer et renforcer le lien ville-hôpital, ça on en a parlé précédemment, mais vraiment la barrière entre la ville et l'hôpital qui est assez problématique pour les patients qui peuvent présenter des manquements dans leur prise en charge liés à ce frein. Pourquoi libéral? Donc le projet entre l'équipe médicale et l'IPA étant décidé autour du patient et au profit du patient, l'idée était d'aller vers le patient qui est pris en charge par exemple à la radiothérapie sur Marseille mais qui habite en périphérie peut être pris en charge par l'IPA qui se déplace sur les différents sites sur lesquels les oncologues interviennent et du coup ça lui évite de faire des déplacements à travers la région de façon répétée et au long terme dans un parcours qui est chronique. Donc l'idée d'être multisite, de s'adapter aussi aux différents types de parcours, donc entre l'HDJ, les thérapies orales, la radiothérapie, les hormonothérapies et aussi le post-cancer. Et de s'adapter aussi à la chronicité et l'évolution du profil des patients. On a parlé des patients qui étaient âgés et qui étaient du coup à risque de toxicité liée à leur fragilité, mais il y a aussi le profil des patients actifs dans le cadre du post-cancer qui reprennent une activité et qui du coup sont moins fans de passer 3 heures en salle d'attente pour attendre de voir le médecin pour qu'il leur dise tout va bien. Donc d'aller aussi vers ces populations-là. Donc l'implantation, elle s'est déroulée en différents temps. Donc le master qui a été obtenu en juillet 2023, suivi d'un compagnonnage d'environ 6 mois avec les différents oncologues médicaux et les radiothérapeutes, en parallèle des démarches d'installation en libéral. Donc j'ai assisté aux consultations d'HDJ, des thérapies orales aussi sur les consultations directement médicales, les consultations de suivi aussi dans le cadre de l'après-cancer et tout ce qui était de l'ordre de la radiothérapie. Donc ce temps-là a été propice aux discussions et aux échanges avec les directions et les équipes en poste. Donc l'idée c'était pas d'arriver, de débarquer, bonjour je suis la nouvelle IPA libérale et je vais profiter de vos murs. C'était aussi de travailler main dans la main et d'identifier à quel moment aussi mon arrivée pouvait permettre de fluidifier les parcours en intra-hospitalier. Donc les discussions avec les cadres, les directeurs des soins infirmiers, tout ce qui était aussi de l'ordre de la pharmacie avec les unités de reconstitution des chimiothérapies, les infirmiers, les infirmières coordinatrices également et toutes les équipes des soins de support. Donc là, à l'heure actuelle, l'organisation, elle est répartie sur 2 sites. Je suis entre Clerval sur Marseille et la Casamance à Aubagne. Et le mode de facturation, il est soit direct via mon logiciel de facturation professionnel, soit indirect via l'établissement quand j'interviens dans le cadre du forfait en HDJ. Et ma semaine type, elle se répartit donc de la façon suivante. J'ai 4 demi-journées fixes par semaine en hôpital de jour, donc pour les thérapies orales. Et pour le reste, je gère mon planning et donc je vois les patients pour les suivis de thérapie orale. J'ai aussi donc une présence puisque mon bureau est en service de radiothérapie, donc ce qui permet d'évaluer les patients dans le cadre des bilans ponctuels quand il y a une toxicité, par exemple cutanée, quand le patient a besoin d'être vu de façon ponctuelle hors suivi.
Également dans le cadre de l'après-cancer, tout ce qui est du patient qui est la patiente par exemple en cours d'hormonothérapie après son cancer du sein et à la fin de ses traitements, pour évoquer tout un ensemble de choses qui sont encore très très peu évoquées auprès des médecins, notamment les troubles de la sexualité, la reprise de l'activité physique, etc. Et aussi également on travaille sur le projet de développer un HDJ soins de support. On fait beaucoup d'ORL et donc voilà, c'est quelque chose qui est dans les bacs. Donc là, mon activité, elle est quand même toute récente puisque mon conventionnement date d'octobre et mon début d'activité efficiente date de fin novembre. Donc ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je vois des patients. À ce jour, j'ai 75 patients dans ma file active qui se répartissent donc de la façon suivante: 41 patients en HDJ et en thérapie orale, 34 patients. J'ai tout type de parcours. On fait de la tumeur solide, donc je vois essentiellement du sein, du poumon, de l'uro, de l'ORL. J'ai réalisé 97 consultations et j'en ai facturé 96, toujours à cause de la limite entre guillemets du forfait. Voilà, donc il y a des patients qui sont suivis en thérapie hebdomadaire, forcément ça présente des limites. Et la téléconsultation est actuellement en cours de déploiement puisque comme la première consultation est à réaliser en présentiel de façon obligatoire, là on va pouvoir commencer à programmer des patients en suivi distanciel. Les projections et perspectives à plus ou moins court, moyen terme, c'est donc de développer la téléconsultation, comme je viens de le dire, afin d'adapter le suivi aux besoins populationnels, à la fois les patients qui peuvent moins se déplacer, mais ceux aussi qui ont une vie active débordante et pour lesquels c'est problématique, à la fois d'un point de vue organisationnel et puis aussi parfois psychologique, de revenir à l'hôpital de façon trop régulière. L'organisation du parcours patient en HDJ, on est en train de développer la prévalidation et aussi le réseau de ville par rapport à tous les protocoles qui nécessitent une hyperhydratation autour de leur administration de chimiothérapie, par exemple les sels de platine. Donc de réaliser cette partie-là en ville pour limiter le temps de présence en HDJ et ainsi augmenter le nombre de patients pris en charge. L'HDJ soins de support dont j'ai parlé, et ensuite tout ce qui est de l'ordre du retour d'activité et du bilan annuel. Donc là, actuellement, j'alimente pléthore d'indicateurs pour essayer d'être la plus exhaustive possible par rapport à mon activité puisque je suis toute seule. Et avec l'idée à terme d'intégrer une autre IPA puisque les 11 oncologues ne bénéficient pas tous pour l'instant de mes suivis. Donc c'est d'alimenter l'équipe pour qu'on soit vraiment sur l'ensemble des établissements sur lesquels les oncos travaillent. Voilà. Je trouve ça super. C'est vraiment une vraie innovation en termes d'organisation en fait. J'ai une question. Combien tu penses que tu peux suivre de patients en termes de file active? J'ai bien compris que tu étais à 75 puisque c'est le début de ton activité, mais si tu te déplaces beaucoup, j'imagine que ça limite un peu, voilà. Et ma deuxième question, c'est j'ai pas bien compris quel est le mode de ton financement quand tu interviens en HDJ. Parce que je connais bien le système de facturation des HDJ, mais alors la libérale qui intervient en HDJ, je sais pas comment ça marche. Alors, pour la première partie de ta question, donc en fait, comme j'ai identifié 2 sites et j'ai identifié des jours fixes sur lesquels je suis présente. Donc, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, je suis sur Clerval et le mercredi, je suis sur la Casamance. Donc déjà, ça limite un petit peu les allées et venues. Je refuse pour l'instant de faire une matinée par-ci, une matinée par-là. Et la limite, entre guillemets, le premier objectif que je souhaite atteindre, c'est les 300 patients, entre guillemets, identifiés pour avoir une activité dite viable. Après, bien sûr que la limite principale, ce sera le temps de définir des journées. Pour l'instant, c'est de 8h du matin jusqu'à 17h, mais je sais qu'à terme, ça risque de devoir déborder un petit peu. Donc, il n'y a pas de limite pour l'instant. Il y en aura une. Tous les médecins ont envie de travailler avec toi? Oui. Donc, ça fait 11, je suis toute seule. C'est pour ça que rapidement, on souhaite intégrer quelqu'un. Surtout qu'il faut tenir compte des 2 ans de formation. Donc, c'est quelque chose qui va devoir se réfléchir rapidement. Et ensuite, pour la deuxième question, donc sur la Casamance, pour Clerval, c'est encore un petit peu
flou pour l'instant. Sur la Casamance, où mon activité a démarré depuis début décembre, je crée un acte directement sur le forfait HDJ et du coup, la facturation est faite sur le forfait global, envoyé à la Sécu et c'est la Sécu qui me paye directement. Voilà, donc je crée mon acte directement. Donc tu es sur le payé séjour. un forfait PAI Exactement. qui est donc l'établissement en plus du forfait HDJ qui va pour l'établissement. Exactement. La Sécu paye 2 fois en fait. Ah ouais? Ouais. D'accord. PAI 6 et PAI 5 et après ce sera des PAI 0 mais voilà, pour l'instant ça fait depuis début décembre donc c'est les directives que a reçues l'établissement et la communication qu'ils ont eu directement. Alors moi j'avais une petite question, c'est sur des établissements et il s'est jamais posé la question d'intervenir à domicile pour éviter justement que les patients se déplacent. Non, pour l'instant, ça s'est pas présenté. J'ai à l'heure actuelle pas de patients qui sont limités dans leur mobilité, qui peuvent pas venir pour raison de santé. Donc non, pour l'instant, ça s'est pas présenté. Et en fait, l'intérêt pour nous d'implanter l'IPA libéral, mais dans un établissement, c'était aussi de pouvoir augmenter la réactivité en cas de toxicité et du coup bénéficier aussi du plateau technique et de moins perturber les patients qui ont l'habitude de venir voir leur médecin en consultation directement sur l'établissement. Voilà, donc c'était pour rester sur un fonctionnement qui était déjà en place, mais évidemment, après, à terme, en identifiant les besoins, ça pourrait être amené à être modifié. Moi, j'ai une question pour Jacob. Je suis dans l'angle. C'est comment est-ce que ça se passe en cas d'instabilité du patient à domicile pour que tu aies accès à l'équipe hospitalière? Et justement, tu parlais d'organiser les réhospitalisations. Tu as des lits d'aval qui sont un petit peu prédéfinis? En gros, pour les patients complexes, justement, on définit le critère de gravité au fait du patient au fait, pour lequel l'hospitalisation a besoin dans les 24-48 heures ou immédiates. Quand on n'a pas de lit, forcément, on est obligé de passer par les urgences. Du coup, il n'y a pas le choix. Le week-end, quand les patients ont fait les permissions des patients complexes à domicile, là, on a toujours un lit d'aval. Dans certains cas, on en laisse toujours justement un lit d'ouvert le week-end, principalement pour ça. Tout à l'heure, on parlait des HDJ non programmés. Ce que j'ai créé en plus, du coup, c'était ça. C'est ce qui permettait au fait de rapidement voir le patient et que si un critère de gravité, on devait l'estimer par des scanners, peu importe IRM, etc., on passe par un circuit court qui à la base est utilisé pour les chimiothérapies injectables en sous-cutané, où on fait passer le patient à l'œil, on en profite pour faire tous les éléments, voir s'il y a besoin de cardio, le pneumo, etc. rapidement. Et en fonction, effectivement, en fait, tu as les 3 volets, c'est-à-dire que soit c'est vraiment un cas d'urgence, mais là, je pense que personne peut en répondre, donc du coup, c'est urgence. Les cas où on se dit on a 24h, 48 heures, mais on met en place rapidement une thérapie à domicile de support, ça, on peut le faire. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on a essayé qu'on a réussi aussi grâce aux prestataires de santé, mais aussi en mettant en place un schéma de pharmacie pour avoir les molécules les plus utilisées, au fait, qu'on fréquente, qu'on utilise en hospitalisation ou à domicile, les avoir dans l'immédiat, avoir des cabinets aussi infirmiers qui sont en capacité au fait de répondre aussi rapidement aux soins, parce que ça, il le faut aussi. Donc ça, c'est tous les éléments que j'ai mis en place pendant la première année pour pouvoir répondre à ça. Alors, au début, on avait une équipe au fait pour lequel, quand les infirmiers libéraux, ils disent moi c'est pas possible, je suis trop chargé, donc on avait moi qui étais infirmier libéral, du coup j'avais formé quelqu'un en amont, du coup j'ai formé une équipe en amont pour pouvoir répondre à cette problématique-là, pour avoir quelqu'un en gros qui est en capacité de faire les prélèvements nécessaires, mettre les thérapies nécessaires, récupérer pharmacie, le prestataire également. Après, c'est une vraie coordination qui a besoin et qui dépend pas que de moi uniquement, parce qu'il y a justement, comme je disais, les prestataires de santé qui vont coordonner ça. Et le troisième volet, du coup, c'est là où on a de la chance, on a une sortie. Ou dans d'autres cas, des patients, comme on dit tout à l'heure, on a réduit le temps d'hospitalisation. C'est-à-dire qu'en gros, il y a certains patients qui, avant, restaient encore 1 jour, 2 ou 3 en surveillance. Du coup, là, on peut le faire sortir à domicile, sous du coup, la surveillance de l'IPA par moi-même à domicile, où je vais le voir du coup le matin. Je fais l'auscultation complète également, comme s'il était en hospice. Et pour lequel, du coup, ça permet de prendre justement le patient qui est beaucoup, beaucoup plus complexe, au fait, du domicile dans le service. Nous allons maintenant écouter Clara. Clara, tu nous entends? Est-ce que tu... donc juste pour me présenter en quelques mots, donc je suis Clara Bouteleux, infirmière en pratique avancée. Depuis juillet 2021, j'ai fait mes études à Nantes. Et du coup, aujourd'hui, je suis venue présenter un petit peu mon activité. Donc, j'ai un 50% salarié dans une clinique privée et un 50% en libéral.
Je vais vous expliquer pourquoi cette double casquette et dont l'objectif était de pouvoir accompagner le patient en transversalité sur tout son parcours de soins. Alors moi, je voulais reprendre un petit peu la réglementation. Donc les IPA, elles peuvent exercer en ambulatoire au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin, en assistance d'un médecin spécialiste hors soins primaires ou en établissement de santé, en établissement médico-social ou dans un hôpital des armées au sein d'une équipe de soins coordonnée par le médecin. Si je vous donne mon exemple, moi, je vais être en assistance d'un médecin spécialiste et en établissement de santé. On peut mettre la diapositive suivante. Quel modèle d'implantation? Du coup, en tant qu'infirmier en pratique avancée, on peut être salarié d'établissements publics, privés, d'un regroupement de professionnels de santé libéraux, des CELARL. On peut être salarié de prestataires de santé dans des MSP, ESS, les équipes de soins spécialisées ou dans les CPTS, ou du coup en tant qu'infirmier en pratique avancée libérale. Si on met la diapositive suivante, donc là je vous ai remis, donc on en a parlé tout à l'heure, la facturation, mais c'est important, on a bien deux types de parcours. On a les patients suivis dans le cadre de la mention avec un forfait du coût d'initiation de 60 € et des forfaits de suivi qu'on peut facturer 3 fois dans l'année pour la première année et 4 fois du coup les autres années qui est de 50 € et du coup un bilan ponctuel. Alors encore une fois, cet avenant neuf, il est voué à être évolué puisqu'on est interrogé de façon régulière d'un point de vue national par la CNAM. On peut mettre la diapositive suivante. Donc juste pour vous parler un petit peu de mon ancrage personnel et pourquoi du coup on a souhaité mettre en place ce métier d'IPA sur ces parcours-là que je vais vous évoquer tout à l'heure. Donc au début, nous, c'était donc un projet plus, alors pas trop de l'établissement, mais plus du coup avec les spécialistes, donc digestif, urogynéco, c'était avec mes collègues avec lesquels je travaillais du coup en tant qu'infirmière dans les services. C'est devenu un projet d'établissement au fur et à mesure parce que l'objectif, c'était d'améliorer les parcours de soins au sein de l'établissement et on avait la certification qui était notre date butoir. Du coup, on a mis en place des patients traceurs et on avait des retours patients qui étaient parfois négatifs sur les parcours de soins, mais surtout après l'hospitalisation. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité mettre en place ce projet. On peut mettre la diapositive suivante. Alors, du coup, moi, pour vous expliquer un petit peu mon poste, donc je coordonne sur le pôle de soins de support au sein de l'établissement. Je suis responsable des parcours de soins en cancérologie. Donc, j'ai une partie clinique principalement qui est sur la partie libérale avec les missions socles. Et sur la partie du coup salariée, j'ai plus les missions transversales, tout ce qui va être la coordination, la recherche. Et j'ai aussi des missions au sein d'une CPTS puisque je suis secrétaire générale d'une CPTS sur mon territoire. On peut mettre la diapositive suivante. Donc, pour vous expliquer un petit peu la création du poste, comment a émergé les choses, en fait, l'objectif général, c'était de modéliser et d'élaborer un parcours de soins des patients. Alors moi, j'ai pris l'exemple de mon mémoire. Les patients atteints de cancer de prostate, on avait des parcours qui étaient perfectibles et l'objectif, c'était de les améliorer. Donc, ce qu'on a fait, c'est que dans le cadre de mon mémoire, j'ai interrogé 30 patients. Alors, on a pris l'exemple de la prostatectomie radicale et on a interrogé 30 patients. Les résultats, on les a mis d'un côté en aveugle et on a fait la même chose. On a interrogé les soignants. Donc, médecins généralistes, kinés libéraux, infirmières libérales, mais également urologues, infirmières des services, cadres de santé, responsables qualité. Et on a demandé un petit peu quelles étaient leurs visions du parcours de soins du cancer de la prostate sur la prostatectomie radicale. Et ensuite, du coup, on a présenté l'expérience des patients. Donc, les patients, eux, faisaient remonter qu'il y avait un gros déficit et un manque d'accompagnement en pré- et post-opératoire, surtout à distance dans le cadre de la surveillance. Du coup, pour les spécialistes, principalement, les choses allaient plutôt bien. Donc, du coup, on a croisé l'expérience des patients et des soignants pour créer et modéliser un nouveau parcours de soins. Et donc, on peut mettre la diapositive suivante. Et donc, on a mis en place un suivi en alternance entre le spécialiste. Alors là, je vous ai donné l'exemple du coup du cancer de la prostate où du coup, on va faire la consultation d'initiation, d'annonce. Et puis après, en fait, on va s'intégrer sur 10 ans. On a mis en place du coup un suivi sur 10 ans où on s'intègre dans la surveillance du coup du cancer de la prostate à distance. Et ce qui fait que l'urologue, lui, ça lui permet du coup de gagner des consultations puisque c'est des consultations de surveillance qu'il ne fera pas pour voir des nouveaux patients. Et donc, sur la surveillance, forcément, on a l'incontinence urinaire, on a la partie de la dysfonction érectile avec toute l'éducation thérapeutique sur les troubles de l'érection et du coup l'utilisation des différents traitements. Après, du coup, la surveillance du
On a mis en place, on peut mettre la diapositive suivante, également des questionnaires de qualité de vie qu'on met en place avant, à 2 mois, à 6 mois et à 1 an, toujours dans le but du coup d'améliorer le parcours de soins. On peut mettre la diapositive suivante. Je vous ai mis également un exemple. Donc là, je vous ai d'abord mis l'exemple sur le cancer de la prostate et après, je voulais vous donner l'exemple du cancer du sein métastatique. Puisque du coup, ce qu'on a mis en place dans le cancer de prostate, on l'a transposé. Donc, on a fait la même chose. On a interrogé des patientes sur leur parcours de soins sous chimiothérapie orale. Dans le cadre de la surveillance, donc la patiente est vue par l'oncologue, ensuite par l'IPA et on a mis en place une télésurveillance avec du coup des consultations, du coup soit en présentiel, soit en distanciel. On peut mettre la diapositive suivante. Donc là, on s'alterne les cures du coup de thérapie orale et on valide du coup la reprise de traitement. Donc l'objectif, c'est du suivi pour les patients sous thérapie orale, c'est de sécuriser les soins en ambulatoire et renforcer l'éducation thérapeutique. C'est améliorer la prise en charge des patients âgés et ou avec des comorbidités. C'est dépister précocement les effets indésirables des traitements et répondre rapidement aux besoins des patients. C'est favoriser l'adhésion et le suivi des traitements et éviter les diminutions de doses. Et puis c'est permettre une prise en charge globale du patient avec un dépistage des fragilités. On va aussi renforcer les liens entre les professionnels du domicile. On peut mettre la diapositive suivante, je pense qu'elle parle plutôt bien. C'est-à-dire que en tant qu'IPA, on va être avec le patient au centre du parcours de soins et des différents interlocuteurs et on va pouvoir du coup travailler en collaboration avec le pharmacien de ville, l'infirmière libérale, le laboratoire, les équipes de soins de support puisqu'on va pouvoir adresser plus facilement. Donc on est rentré dans une étude avec l'oncologue, avec les 2 oncos avec lesquels je travaille, sur le Kisqali, Verzenio et puis Ibrance. Et l'objectif, on a mis en place donc une télésurveillance avec un nouveau logiciel là, qui est en train d'être mis en place. Et l'objectif, c'est d'avoir tous ces intervenants au sein de la même plateforme. On peut mettre la diapositive suivante. On a réalisé également une étude du coup sur l'impact de la mise en place de l'IPA dans le parcours de soins. Donc, on devient un référent ressource pour le patient et pour les aidants. L'IPA est sur des missions d'information et de soutien ayant comme objectif l'amélioration de la prise en charge et de la qualité de vie du patient. Donc, dans l'étude qu'on a fait, il y a une désignation plus fréquente de la personne de confiance, il y a une augmentation de la survie des patients, il y a une meilleure visibilité du parcours des patients et des incidents de parcours, on oriente plus facilement vers les soins de support et on a une participation conjointe avec l'oncologue référent pour la gestion des incidences de parcours. Et on a une diminution du nombre de patients hospitalisés et une durée de séjour qui est diminuée. On peut mettre la diapositive suivante. Moi, je trouvais ça aussi intéressant. Alors, on en parlera plus amplement sur la table ronde de tout à l'heure. En tant qu'IPA, on a aussi cette possibilité de répondre à des appels à projets. Et donc, nous, c'est ce qu'on a mis en place du coup sur ma partie salariée. Donc, je travaille avec une patiente partenaire, dont je vous donnerai plus. Donc, c'est un appel à projet auquel on a répondu. Et donc, ça, c'est dans les suites de ce mémoire, puisque j'avais fait cet appel à projet. Moi, j'avais fait mon mémoire sur l'intégration de l'expérience patient dans le parcours de soins de la prostatectomie radicale. Et donc, j'avais travaillé avec des patients. Et donc, je fais la même chose au quotidien. Et donc, sur la diapositive suivante, également, je pense que ça aussi, dans toutes les ARS, alors moi j'ai mis celui de la Nouvelle-Aquitaine, mais je pense qu'un peu partout en France maintenant cet appel à projet il est beaucoup utilisé. C'est la prise en charge de consultations psychologues, diététique, activité physique dans l'après-traitement et je pense que voilà, c'est intéressant et je pense qu'en tant qu'IPA on a aussi sa place sur ces éléments, sur la gestion de projet. Voilà, je vous remercie pour votre Merci Clara. Merci Clara. C'est juste des précisions, Jacob, parce que moi j'ai pas très bien compris. Aujourd'hui ton statut il est libéral, mais tu es rattaché à un centre de soins apparemment assez spécifique, un seul. Ok. Et du coup, comment... Alors, première question, c'est comment tu finances ton activité. Et la deuxième question, c'est, je me rends pas trop compte du territoire que tu couvres, mais j'imagine que, en tous les cas, je me projette sur la région que moi je connais, ça fait des kilomètres incroyables pour aller voir un patient d'un côté, un patient de l'autre, etc. Alors heureusement, je ne vais pas voir tous les patients, donc je vais voir les patients les plus complexes et dans certains protocoles bien spécifiques, comme les protocoles aplasie ou les complications. Alors oui, il y en a certains patients, ouais, on va loin.
D'autres, on demande aux patients justement plutôt si le patient c'est une complication, mais pour lequel le patient peut se déplacer, comme pour aller voir un médecin traitant ou autre qui peut pas répondre, du coup on fait venir plutôt le patient également. Comme on parlait tout à l'heure pour l'HDJ avec les circuits courts qu'on effectue également. Dans d'autres cas, effectivement, c'est beaucoup de kilomètres. J'en ai plus de 35 000 à l'année, sachant que j'habite pas loin de l'hôpital de Troyes, donc c'est pas en allant à l'hôpital de Troyes que je fais ces 35 000 kilomètres. Et le reste, après, il y a une grosse partie également qui est dans la communication. Alors, comme on parlait tout à l'heure du télésuivi, mais qui est beaucoup de communication avec le patient. Il y a aussi les infirmiers libéraux qui nous rapportent, quand on s'interroge beaucoup avec eux, c'est demander aussi beaucoup d'éléments qu'ils peuvent nous apporter, que ce soit des paramètres vitaux ou des éléments qu'eux connaissent aussi bien leurs patients, que ce soit d'avant ou après. L'idée, c'est vraiment en fait d'aller voir vraiment les patients qui ont besoin d'être vus et pas uniquement de voir un patient pour voir le patient, surtout pour cette coordination ville-hôpital qui nécessite du coup plutôt une surveillance rapprochée du patient, quoi. Mais heureusement qu'on va pas voir, sinon je ferais que ça, je pense, au fait. Mais H24, mais là du coup sera en camping-car, je crois qu'il faudrait y aller. En fait, j'avais juste quelques petites remarques, réflexions qui me sont venues en vous écoutant. Moi, je suis salariée du secteur public et je m'interroge sur l'activité libérale. J'ai l'impression, pour vous livrer un peu ma réflexion, que en fait, on n'a pas évoqué du tout le médecin traitant du patient dans vos présentations, si je ne m'abuse, malgré vos activités libérales. Et je comprends que mais vous allez me dire si je me trompe ou pas, je comprends que votre activité libérale, en fait, c'est un prolongement, c'est l'établissement qui va au domicile du patient, qui sort à l'extérieur. Moi, je le comprends comme ça, parce que pour moi, le libéral, ça reste le coordonnateur, c'est quand même le médecin traitant, et là, on n'en parle pas, mais ce qui est révélateur de la spécialité, de la cancérologie, où le médecin traitant perd son rôle de référent et de coordonnateur. On le constate, et de plus en plus avec le manque de médecins généralistes sur tous les territoires, en fait. Donc voilà, c'était juste une petite réflexion comme ça. Je veux bien avoir votre avis là-dessus. J'ai l'impression que dans vos activités libérales et à la fois salariées, vous travaillez plus avec les spécialistes qu'avec le médecin généraliste du patient. Et puis, je m'interroge également sur, dans le cadre de parcours complexes notamment, et aussi pour le suivi des patients, comme vous le disiez, qui peut être hebdomadaire, par rapport aux biologies, etc. Je m'interroge sur l'adéquation entre les forfaits PAI tels qu'on les connaît actuellement et une activité libérale avec laquelle on puisse vivre décemment. Voilà. Pour la première partie, alors effectivement, pour le médecin libéral, ça dépend des médecins libéraux en réalité. On a très peu de réponses au fait, c'est-à-dire que quand on appelle un médecin en fait libéral, on tombe sur un secrétaire qui nous dit qu'on va nous rappeler, mais des fois on a personne qui nous rappelle. D'autre part, en fait, dans certaines complications, les médecins, en fait, après avoir les premières années appelé les médecins traitants, etc., voyez avec l'oncologue, voyez avec l'hématologue, c'est la réponse au fait qu'on a à 90% des cas. Donc effectivement, en fait, après, je pense que ça se fait par automatisme, c'est qu'après on n'appelle plus les médecins traitants parce qu'on n'a pas de réponse. Et quand on a une réponse, c'est ok, je peux le voir dans 3 jours. Ok. En fait, si dans 3 jours, je pense que le patient il est soit déjà aux urgences. Et comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est qu'on essaie de réduire cette problématique-là du passage des patients en onco-hémato aux urgences, parce que même la prise en charge aux urgences, parfois, elle est non spécifique également. Et que cette réponse-là, en fait, des médecins traitants, la première année, il y avait des médecins traitants, on a fait des réunions même, qui étaient pour. J'aurais dû nommer les noms, j'aurais dû prendre tous les noms, parce qu'en fait, j'ai eu 0 réponse. Moi, toutes les fois où j'ai appelé, j'ai eu personne. J'ai eu beaucoup les secrétaires. Jamais les médecins traitants en direct. Et quand on était rappelé, c'était le lendemain où le patient l'avait déjà pris en charge du coup, ou bien on l'avait déjà passé en HDJ, on avait déjà tout mis en place. Donc effectivement, la présence du médecin traitant elle est importante, mais aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de retours fait de la part des médecins traitants. Alors il y en a certains que je peux citer par contre qui ont été très présents. Et quand on les a, c'est génial parce qu'eux-mêmes se déplacent directement à domicile. J'ai pas besoin du coup d'aller faire des kilomètres un peu loin dans certains patients. Et ça, c'est quand ces médecins, en fait, c'est aussi des médecins qui sont pour les IPA aussi. Donc forcément, on le voit direct parce qu'ils appellent pas l'oncologue, mais ils vous appellent vous après et on a un lien directement avec eux et ça, c'est très important également. Pour la deuxième partie, par rapport au financement,
En fait, comme tout à l'heure, je remercie l'Agence régionale de santé du Grand Est parce qu'elle a apporté du coup un financement pour justement cette coordination ville-hôpital. Parce que comme je disais tout à l'heure dans la présentation, c'est que les pays, elles ne couvraient pas, surtout pour les kilomètres, parce qu'on sait que le forfait pour les IPA libérales, ben, il ne vaut rien du tout, c'est 2,50 €. Hein, donc quand vous faites une demi-heure de route, aller-retour, ben, ça fait 2,50 €. Je préfère être taxi du coup. Brut, ouais, c'est brut. Du coup, et du coup, au fait, ben, y a l'Agence régionale de santé qui a apporté du coup une enveloppe au fait, pour cette coordination ville-hôpital, qui a, sur la première année, du coup, en test, c'était une enveloppe test, et aujourd'hui, du coup, ben, j'ai eu sur 3 ans. Et après, on essaie dans 3 ans, c'est de voir comment on peut pérenniser, mais qu'on peut aussi pour développer pour d'autres mêmes profils, dans les mêmes conditions. Dernière question, et après, ça va être le temps de pause. Oui, vous êtes. Bonjour, du coup, moi je m'intéressais, je vous remercie pour les présentations parce qu'elles sont très éclairantes sur le champ des possibles et notamment l'articulation ville-hôpital sur laquelle on réfléchit tous. Je voulais poser une question à l'ARS PACA. Du coup, quel est le dispositif qui est mis en place pour accompagner les établissements qui veulent développer cette articulation ? Et est-ce que vous avez aussi, comme en Nouvelle-Aquitaine, un appui particulier pour intégrer la présence des patients et aider à cette articulation patient-IPA ? Alors, je vais répondre, mais c'est plutôt Ludovic. Mais pour l'instant, on est vraiment au début, quoi. On est en pleine réflexion. Je ne sais pas si, Ludovic, tu veux apporter des compléments. Oui, parce qu'effectivement, Élodie, donc vu sa réponse, je pense que sur Cancéro, il n'y a pas de. J'allais te poser la question en aparté, de savoir si tu avais un appel ville-hôpital Cancéro avec des enveloppes et des appels à projets. Donc là, Élodie a répondu, donc c'est non. Effectivement, comme dit Élodie, nous, on a été très précurseurs sur le sujet de la formation, ça a été dit depuis ce matin. Sur l'aide à l'implantation, effectivement, des établissements de santé avec les infirmiers hospitalo-universitaires, je pense que par contre, et au vu de ce qui s'est dit aujourd'hui, par contre, on a quelque chose à créer sur tout ce qui est ville-hôpital, de voir ce que le terrain va peut-être pouvoir proposer, mais ce qui s'est dit aujourd'hui des autres régions est aussi intéressant et on va pouvoir s'en inspirer pour effectivement peut-être soutenir aussi des expérimentations locales. Il n'y en a pas aujourd'hui connues, comme ça a été dit, et sur patients non plus, pas à ma connaissance. Merci beaucoup pour toutes ces riches interventions de la matinée.